Trésor, mémoire de radio, présente. 13 mémoire de radio, presente. 13 mémoire de radio, presenta. 13 mémoire de radio, presente. « 1er avril 1957, un des plus beaux souvenirs de 36 chandelles. Un grand artiste, adoré du public, réalisait l'exploit de reprendre pour un soir, pour la télévision, le numéro de Tourlourou qu'il n'avait pas présenté depuis plus de 20 ans. Car ces antennes, chez Dupont, chez Duvet, chez Dupont, dans cadeau que l'on fait ce soir dans votre maison. Les deux boniches. J'ai vraiment de la chance, j'ai fait connaissance de deux petites bonnes à la voix. La blonde est gentille, la brune est belle fille, et je suis bête pour faire mon choix. Quand je vois la blonde, je me dis comme ça, oh j'aime bien celle-là. Quand je vois la brune, je dis sapristi, non, j'aime mieux celle-ci. Ah, l'amour c'est bien intéressant, mais c'est quand même embarrassant. Quand dans le magasin, le matin, elle frotte les carreaux, les bocaux, oh je la trouve joliment bien, la bonne du pharmacien. Quand elle porte son seau tout plein d'eau, qu'elle flanque sur le parquet en paquet, elle est tout de même un peu là, la bonne du bureau de tabac. La blonde ou la brune, faut que j'en choisisse une. Depuis 3 mois, je fais que décider. C'en est ridicule, chaque fois je recule. C'est tout de suite que je vais y aller. Je sais bien que pour me faire aimer, je n'ai qu'à me présenter. Pour sur la selle que je vais choisir, ça lui fera plaisir. L'une habite là et l'autre ici. Voyons de quel côté je vais dire. Avec son petit nez étonné et ses deux gentils bigoudis. Oh, je la trouve joliment bien, la bonne du pharmacien. Mais avec son beau caraco et les ornements qu'il y a dedans, je sais pas si je préférerais pas mais que je suis bête de me casser la tête, je pourrais bien aimer les deux. Entre deux jeunesses, pour moi quelle ivresse, tous les trois, on serait heureux. Oui, mais les femmes, ça jalousera, moi ça m'embêtera. C'est demain que je pars en permission, je vais mettre ça d'aplomb. Demain soir, tout l'amour que j'ai là, si ma Françoise qu'en profitera. Quoi qu'elle est pas le nez étonné, qu'elle porte pas de petits bigoudis, elle est sûrement aussi bien que la bonne du pharmacien. Ce que je vais lui en donner des baisers, Françoise t'en aura jusque-là. Et puis elle n'aura pas la bonne du pur potin. Un petit monologue intitulé « Il a des galons ». Figurez-vous que l'ami Bidas, qui était comme moi simple troupier, est passé soldat de première classe depuis le 14 juillet dernier. Maintenant qu'il a monté en grade, il n'est plus le même. Il devient fier. Il fréquente plus les camarades. Il prend un air d'avoir 2 airs. C'est pas qu'il soit un mauvais garçon, mais maintenant, il a des galons. Maintenant, monsieur fait de la toilette. Il dit qu'il faut tenir son rang. Il s'est payé une savonnette et puis un peigne avec des dents. Toute la journée, il se pomponne. Il se lave la bouche à l'eau bourriquée. Et pour finir, il se frictionne les cheveux à la colle camphrée. C'est pas qu'il soit un mauvais garçon, mais maintenant, il a des galons. Maintenant qu'on est comme des frères avec les Anglais, le monsieur, il a acheté un dictionnaire pour apprendre à parler comme eux. Il a ce truc-là à la bonne. Et pour faire voir qu'il est instruit, toute la journée, il nous fredonne
Il s'allonge, le petit père Henri. C'est pas qu'il soit un mauvais garçon, mais maintenant, il a des galons. Avant, il fréquentait la bonne d'un petit café, près du quartier. Il l'a quitté pour la patronne. Il paraît qu'ils allaient se marier. Comme c'est une femme qui aime les manières, la musique et les réceptions, il prend des leçons particulières avec le caporal Clairon. C'est pas qu'il soit un mauvais garçon, mais maintenant, il a des galons. Au quartier, les voitures Cosette se partagent en 2 compartiments. Un pour les hommes et l'autre, plus chouette, pour les gradés, naturellement. Avant, il venait dans le nôtre. Mais depuis qu'il est parvenu, maintenant, monsieur s'en va dans l'autre. Et quand il y est, il n'en sort plus. C'est pas qu'il soit un mauvais garçon, mais maintenant, il a des galons. Adoré de Philomène. Je suis adoré de Philomène. J'en reviens pas, j'en suis tout saisi. Des soldats, il y en a des centaines. Eh ben, c'est moi qu'elle a choisi. C'est que c'est pas la femme ordinaire qui n'a que sa grâce et ses abats. Elle a quelque chose de plus pour plaire, quelque chose que les autres n'ont pas. Elle a de la barbe, Philomène. Elle ressemble à mon capitaine. Quand nous nous promenons, les passants se retournent tout en la regardant. Elle a de la barbe et sur la place, on dit tiens, la voilà qu'elle passe. Et ça me flatte énormément, vu que c'est moi que je suis son amant. Quand notre régiment défile, les gens de la ville viennent nous regarder, et nous regardons les gens de la ville, qui nous regardent défiler. Quand elle est là, c'est elle qu'on regarde. On se regarde plus car s'il passait, le président avec la garde, je suis sûr que personne ne le regarderait. Elle a de la barbe, Philomène. Elle ressemble à mon capitaine. Par la moustache qu'elle a sous le nez, 6 000 soldats sont fascinés. Elle a de la barbe noire et fine, comme le poil du chien de la cantine. Et ça me flatte énormément, vu que c'est moi que je suis son amant. C'est pas une beauté sans pareille, mais comme duvet, il y en a beaucoup. Depuis le menton jusqu'aux oreilles, dans les narines et puis sur le cou. C'est bien planté, c'est pas fragile. Il y en a autant en haut qu'en bas. Elle est pas belle, c'est inutile. Elle serait jolie, on le verrait pas. Elle a de la barbe, Philomène. Elle ressemble à mon capitaine. Moi qui n'ai pas un poil des fois, je me figure que c'est un poil. Elle a de la barbe et quand je l'embrasse, ça me chatouille et ça m'agace. Et ça me flatte énormément. Vu que c'est... On voit partout à l'aventure, chez les marchands, des images, des tableaux. L'artiste représente la nature, soleil dans l'air ou bien la lune dans l'eau. Pour des civils, ça peut suffire, mais les soldats, ceux de mon régiment, s'ils savaient peindre, je peux dire qu'ils feraient mieux, bien mieux assurément. Je sais bien si les soldats peindraient, je sais bien le tableau qu'ils feraient. Il ferait notre Susan la blanchisseuse, qui traverse la cour du quartier en portant son panier d'osier. Il ferait ses jolis yeux, ses frisettes soyeuses, sa taille souple, son jupon court et le ruban qui flotte autour.
7 mai 1956. Soirée de gala pour 36 chandelles au profit de l'association sportive de la radio-télévision française au Cirque d'hiver à Paris. Une occasion unique de réunir les plus grands champions de notre pays. Alors maintenant, applaudissez vos sports. Vous avez vu défiler l'aviron conduit par Raymond Salle et Gaston Mercier, champion olympique, le basket précédé par Plagne International, le cyclisme précédé par Jean Robic, vainqueur du Tour de France 47, l'escrime avec Christian Doriola, champion olympique. Merci, chers amis, qui aimez le football, José Hertz, capitaine de l'équipe de France. Alors merci pour ceux qui aiment le hockey sur gazon, Manoukian, ancien capitaine de l'équipe de France. Les judokas et Collonges. Merci les lutteurs, Jean Leclerc, double champion de France. Mesdames et messieurs, je pense que vous serez heureux d'applaudir, si vous aimez le patinage, le champion extraordinaire qui est Alain Giletti, qui précède ses camarades. Et voici pour ceux qui pratiquent les poids et haltères, le célèbre champion Ravalet qui précède ses camarades. Alors voici maintenant pour les amateurs de rugby, une équipe de rugby vous présente Gérard Dufaux, capitaine de l'équipe de France. Et maintenant pour les amateurs de volley-ball, voici Dujardin, capitaine de l'équipe de France. Alors, pendant un instant, nous laissons la place aux petits poussins du Racing, à ceux qui sont le sport de demain. Et regardez, les petits poussins escrimeurs du Racing. Alors attention, dites bonne soirée, messieurs, mesdames. Bonne soirée, mesdames. Allez, ça va nous porter bonheur. Allons-y, merci. Nous allons vous demander de revivre avec émotion, j'en suis sûr, quelques-unes des heures les plus pathétiques du sport français depuis ces 30 dernières années. Georges Carpentier. Georges Carpentier a eu la gentillesse ce soir de se remettre en captivité. Il est ému de vous revoir. Et voyez ce qu'il y a eu de si gentil, c'est qu'il a accepté de faire ce qu'il n'avait pas fait depuis tant d'années, de se remettre avec cette culotte de sport, avec ses souliers de boxe. Et ça fait pas mal d'années, cher Georges Carpentier. Oui, absolument. Voyez-vous, on se rappelle ce match Bombardier-Wells, où on a eu tant d'émotions, et le moment où dans le match d'MC au deuxième round, les aînés se rappellent, on a cru pendant une seconde que ça y était, que vous l'aviez. Et je pense que vous-même, ça a dû être bouleversant pour vous, Carpentier. Oh, ça a été très difficile pour moi. Évidemment, j'avais affaire à un homme qui pesait beaucoup plus lourd que moi. Oui. Et qui était de grands champions que l'Amérique n'ait jamais connus. Bien sûr, et je sais que, je crois que vous aviez 120 000 spectateurs qui étaient là autour de vous, encore plus que ce soir au cirque. Oui, ça a été la grosse émotion de ma vie. Quand j'ai dû faire le voyage de ma loge au ring, oui, et que j'ai vu ces 120 000 personnes se lever entonnant la Marseillaise, ça, je crois que c'est le plus gros coup dur que j'ai pris dans ma carrière. Et je sais, cher Carpentier... Eh bien, écoutez, vous allez assister à un petit match très court, quelques secondes, et un match unique, en un round, dont on va le donner le départ d'un coup de cymbale. C'est le match Carpentier avec ses souvenirs. Alors attention, match! Throws the left that hits Carpentier in the face. The Frenchman responds with the right that misses. Dempsey uncorks a right that lands, and another, and another, and another. The crowd is on its feet, cheering.
Dempsey stalks forward. Carpentier retreats. Dempsey keeps coming. The Frenchman throws a left. That's not going to stop the champ. He blasts forward, throwing punches at will. Carpentier puts his head down, tries to fend off the stormer fist. Dempsey bores in, bubbles the Frenchman, landing furious blow after blow to Carpentier's head and body. The crowd is on its feet. Carpentier's in trouble. He hangs on Dempsey's shoulder. Referee Ertl separates them. My word, now it's Carpentier throwing a stiff left, then another one, followed by a right. But the champ is not phased. He comes back with a left hook, then a thundering right to the face. And Carpentier is down. The Frenchman is down. The count starts. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And Carpentier is up. He's up. Carpentier starts toward Dempsey. The champ rushes him. And Carpentier is down again. He's down again on the canvas. 3, 4, 5. Carpentier is on his back trying to get up. The count continues. 7, 8, 9, 10. That's it. Carpentier is out. At 1 minute and 16 seconds into the fourth round, Jack Dempsey has knocked out George Carpentier to remain the heavyweight champion of the world. Time! Mesdames et messieurs, un autre moment palpitant pour tous les sportifs français que vous allez revivre un instant. Ça a été le jour où nous avons eu la fierté d'apprendre que Jules Ladoumègue avait donné à la France son premier record du monde des 1500 mètres. Et vous allez voir avec quel style, avec quelle grâce extraordinaire qu'il a conservé depuis cette époque, de quelle façon notre ami Jules Ladoumègue court encore, ce qu'il va faire maintenant devant vous. Alors pendant qu'il court, pensez à toutes ces joies que nous vivons. Eh bien, mesdames et messieurs, nous allons maintenant reconstituer encore devant vous un souvenir absolument pathétique. Nous allons évoquer devant vous le match au cours duquel la France a gagné la Coupe Davis. Troisième journée, 10 septembre 1927, donc les Américains mènent par 2 victoires à 1. Le premier match oppose Lacoste à Tilden. En 4-7, Tilden est battu. Et nous nous trouvons donc à 2 victoires partout. Et le cinquième match commence. Le cinquième match commence avec Henri Cochet qui rencontre Johnston. Et Henri Cochet n'a jamais battu Johnston. Le premier set est pour Cochet. Le deuxième set est pour Johnston. Le troisième set est pour Cochet. Repos. Immédiatement après le repos, Cochet revient sur le court, il semble beaucoup plus frais que son adversaire et il mène rapidement 5-2. Mais c'est méconnaître l'énergie de Johnston qui joue très bien 5-3, 5-4 et nous nous trouvons à 45, c'est-à-dire la balle de match. Très tranquillement, Johnson maintenant va derrière sa ligne de service. Il prend la première balle. Il sert, première balle, bonne. Immédiatement, c'est Cochet qui se précipite au filet, qui lui envoie la balle dans les pieds. Johnston veut renvoyer une balle, mais Cochet est au filet. Il marque le point. Jeu, 7 et match pour la France. Nous avons gagné la Coupe Davis. Merci de tout cœur, messieurs. Vous avez reconnu, bien sûr, Cochet. Vous avez reconnu Borotra, Monsieur Lacoste et Monsieur Prugnon. Nous avons maintenant une exhibition, je crois, assez sensationnelle à présenter aux amis des sports. Vous connaissez tous celui qui honore tant l'athlétisme français, c'est Sillon. Sillon qui détient en ce moment le record de France avec un saut de 4,30 mètres. Alors évidemment, vous devinez que c'est presque un jeu d'enfant, puisqu'on me dit qu'il était à 2,70 m seulement, ce que vous tous sauriez faire, bien entendu. Alors vous voyez, on est en train en ce moment d'aller un petit peu plus haut. 3,25 m. Alors attention, alors encore un petit peu plus haut, s'il vous plaît. 28 avril 1958. Aujourd'hui avec nous, l'un des plus fidèles amis de 36 Chandelles, que le public attendait toujours avec impatience. Et pour lui ce soir, 2 spectatrices dans la loge d'honneur, sa maman et sa sœur. Dans un instant, vous allez donc voir votre fils et votre frère et nous, notre ami, Monsieur Luis Mariano.
trouver dans des beaux yeux son ciel de tous les jours. Ça, c'est l'amour. Ne voir qu'à travers eux les gens de tous les jours. Ça, c'est l'amour. Dans un bras qui vous tient, sentir qu'on n'est plus rien qu'un prisonnier d'amour. Avoir de son réveil le cœur plein de soleil, et chaque jour pareil, l'aimer encore de plus en plus. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est l'amour. Brûlé de jalousie quand d'autres lui sourient, ça, c'est l'amour. Brûler à petit feu, mais faire ce qu'elle veut, ça, c'est l'amour. Les nuits après les nuits, donner toute sa vie comme un joli bouquet d'amour. Avoir de son réveil le cœur plein de soleil, et chaque jour pareil, l'aimer encore de plus en plus. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est l'amour. Vous avez été content de votre fils, vous l'avez trouvé en bonne forme, et votre sœur aussi. Alors écoutez, Mariano, vous remercie mille fois d'être avec nous. Est-ce que ça vous ennuierait beaucoup qu'on vous fasse entendre une chanson que vous ne connaissez pas? La dernière fois que j'avais vu Luis Mariano, il m'avait dit « Maintenant c'est fini, j'ai plus d'accent, tu peux plus m'imiter. » Eh bien, voici une toute nouvelle chanson. Une chanson qu'elle s'intitule... Comment elle s'intitule? Elle n'a pas de titre. Partez. J'ai connu le Brésil avec son doux printemps, l'hiver au bord du Nil et l'été de Ceylan, avril au Portugal, juillet aux Amazones. J'ai vu en Espagne au climat idéal, Cadix et Barcelone. Mais de tous ces pays les plus beaux sans façon, ce n'est pas le Midi, ce n'est pas le Japon. Non, 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 rien ne vaut novembre à la Roche-Migène. Rien ne vaut l'infini de ces doux horizons. Ces filles au teint clair et ces beaux indigènes, ces coutumes bizarres, son arrière-saison. On respire l'air pur de la SNCF. Parfois des escarbilles montent dans le ciel bleu. Non, 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 rien ne vaut novembre à la Roche-Migène. Dommage que le train s'y arrête si peu. J'ai vu l'Himalaya, les tours de Notre-Dame, et le pont de l'Allemagne, puis le pont aux Dames, le fort de Montauban, et puis le fort des Halles. J'ai vu, étendu sur le sable brûlant, le Sphinx monumental. Et alors? Je dis le Sphinx, et vous me faites un accord espagnol pour le Sphinx? Tout de même, vous me rendez ridicule. Le Sphinx, ça n'est pas en Espagne, tout de même. Tout le monde sait que c'est en Belgique. De tous ces monuments, quel est-il le plus beau? Le signe de Saint-Saëns, le signe de Zorro. Non, 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 rien ne vaut la gare de la Roche-Migène. Son buffet réputé, c'est qu'est mystérieux. Avec cette jambe-là, je le fais moins bien qu'avec l'autre. Et l'eau non potable de sa jolie fontaine,
c'est railler sa consigne, ses signaux lumineux. Sur une porte au lit des inscriptions anciennes, il y a marqué dame et à côté messieurs. Non, 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 rien ne vaut la gare de la Roche-Migène. Dommage que le train s'y arrête si peu. La Roche-Mimi, la Roche-Zézène, personne ne descend. Si vous le permettez, profitant que ma mère est là, et aussi un peu pour toutes les mamans du monde, une chanson que vous connaissez, Maman, la plus belle du monde. Maman, c'est toi, la plus belle du monde. Aucune autre à la ronde n'est plus jolie. Tu as pour moi, avoue que c'est étrange, le visage d'un ange du paradis. Dans tous mes voyages, j'ai vu des paysages, mais rien ne vaut l'image de tes beaux cheveux gris. Maman, c'est toi, la plus belle du monde. Et ma joie est profonde lorsqu'à mon bras, maman, tu mets ton bras. Maman, c'est toi, la plus belle du monde. Car tant d'amour inonde tes jolis yeux. Pour toi, c'est vrai, je suis malgré mon âge le petit enfant sage des jours heureux. J'avais fait des rêves où l'homme aimait sans trêve, mais les rêves s'achèvent et toi seul m'es resté. Maman, c'est toi, la plus belle du monde. Et lorsque tout s'effondre autour de moi,